Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver. Alors j'ai la voix qui fout le camp, donc je sais pas si je vais arriver au terme de la vidéo, mais bref, je voulais quand même la faire. En ciblant, ça va peut-être me forcer enfin à être synthétique, on va voir. Donc en gros, le plus important actuellement, c'est ce qui se passe sur les taux. Parce que en fonction des taux, on va connaître les anticipations du marché pour la suite. Pour celles et ceux qui suivent ces vidéos depuis un petit moment, vous connaissez mon idée. C'est tout simplement, on s'est inquiété que l'inflation ne baissait pas. Maintenant, on va globalement s'inquiéter que parce que l'inflation ne baisse pas, la Fed va continuer de monter ses taux. L'idée, bien entendu, c'est que vous savez, on est dans une dualité, c'est-à-dire qu'on a toujours énormément besoin d'investir. On a besoin d'investir dans l'armement, parce qu'il y a des défis géopolitiques. On a besoin d'investir dans la transition énergétique, puisque stratégiquement, il faut une autonomie énergétique. Il faut continuer d'investir et de subventionner la digitalisation, donc un paquet de choses. Donc tout ça, il faut de l'argent. Et cet argent-là, évidemment, il n'y a pas 36 000 façons de le trouver. Soit il faut donc conserver des taux bas pour permettre aux pays, malgré leur endettement supérieur, de continuer d'emprunter. Soit il faut taxer. Alors, pour certains pays, il y a de la marge. Pour des pays comme la France, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on est déjà énormément taxé, et taxer un peu plus, ça devient un petit peu compliqué, c'est plus vraiment les solutions. Ou alors, il y a l'autre solution, évidemment, c'est arrêter les déficits, mais se serrer la ceinture, faire de l'austérité. Et ça, évidemment, c'est pas top, et puis ça ne pousse pas les dépenses. Donc en gros, on voit bien, si vous voulez, que les banques centrales sont un petit peu dans cette dualité, parce que, et je vous l'avais dit, on ne combat pas réellement l'inflation en montant les taux, si vous voulez, en dessous du taux de l'inflation. Vous êtes toujours en taux réel négatif depuis, et vous ne combattez pas vraiment l'inflation. Ce qui se passe maintenant que l'inflation est en train de refluer, c'est que pour les États-Unis, la Fed a maintenant des taux au-delà de l'inflation. Donc on est quelque part, la vraie contrainte commence maintenant. C'est une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps, mais c'est que maintenant que ça devient contraignant. C'est que maintenant qu'on commence à avoir les hausses de taux qui ont eu lieu fin d'année dernière, qui vont petit à petit commencer à rentrer sur le marché. Donc quand on voit aujourd'hui d'ores et déjà les économies ralentir, mais pas suffisamment pour lancer une récession ou pour faire baisser durablement l'inflation, c'est normal d'une certaine manière, c'est parce que le paquebot, si vous voulez, est très lent à ralentir, parce qu'on a tardé à remonter ces taux. Et que maintenant, les taux, on les a montés très rapidement, mais ils vont mettre du temps à impacter l'économie. Et on se retrouve donc maintenant avec un marché qui joue la pose de la Fed. Et la Fed, si vous voulez, elle ne peut pas dire Yola Ogbon, parce que l'effet richesse de la hausse des marchés, ça pousse également à l'inflation. Donc on se retrouve sur un certain nombre d'éléments où, comme tout est très lent, et il faut bien considérer que tout est très lent, vous pouvez très bien avoir une remontée pour X raisons des matières premières, et comme le reste des poches qui servent à calculer l'inflation ne sont pas encore typiquement dans de la désinflation et qu'il n'y a que l'énergie qui permet de la déflation, hein, l'énergie est moins chère, donc on est en déflation sur l'énergie, mais du coup ça compense pas le reste. Donc on est sur cette inflation, si vous voulez, qui va baisser à une pente beaucoup moins forte, ou qui va faire des petits rebonds éventuellement si l'énergie rebondit, donc qui va laisser sous-entendre que l'inflation qui retourne à 2%, c'est pas pour demain. Donc les banques centrales doivent continuer d'augmenter les taux ou de les maintenir, ce que je pense plus, parce qu'on n'est pas à 0,25 ou à 0,5 près dorénavant, les maintenir à un niveau élevé pendant de nombreux mois. C'est-à-dire que l'anticipation du marché que la Banque centrale baissera ses taux pour la fin de l'année 2023 et maintenant pour début 2024, potentiellement, ça continuera d'être repoussé. Donc en gros, vous voyez bien la dualité des banques centrales, si vous voulez, c'est de lisser le problème dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue de pouvoir se permettre de ne pas trop monter les taux, parce que sinon on a un problème de crédit avec le surendettement et donc on ne peut pas investir. Si on ne peut pas investir, on va, au-delà de politiquement, géopolitiquement, restreindre sa force. On va également pousser à ce moment-là vers du ralentissement économique beaucoup
trop fort. Et ça, c'est d'autres problématiques, c'est-à-dire que, vous savez, quand on parle d'une problématique d'inflation, vous pouvez être sûr que potentiellement dans un an, on commence à se jouer, à se faire peur sur le retour de la déflation. Donc, et d'une certaine manière, voilà, c'est bien comprendre aujourd'hui que si l'objet numéro un, ça avait été de combattre l'inflation, les taux ne seraient pas à 5%, ils seraient à 8, 9, 10%. Ça, ça, c'est vraiment combattre l'inflation. Mais si vous voulez, vous avez un taux d'endettement qui est tellement important et une économie qui est tellement molle que vous résistez pas. Donc vous êtes obligé de lisser le truc dans le temps. Mais du coup, voilà, c'est bien essayer de comprendre que la vraie contrainte sur les liquidités, elle arrive maintenant. Et ce sera un petit peu plus en décalage sur l'Europe, puisque la BCE a réagi plus tardivement. Donc c'est là que ça devient intéressant, si vous voulez. C'est maintenant que ça commence, c'est maintenant que ça devient intéressant. Et c'est maintenant que, même si on voit dans le futur, donc pour ces prochaines semaines, on peut jouer à se faire peur sur l'inflation ne baisse plus ou ne baisse plus assez, etc. Donc les banques centrales vont continuer de monter la pression. Et comme on va se dire que les banques centrales vont continuer de monter la pression ou de maintenir les taux à un niveau élevé pendant plus longtemps, finalement c'est quand l'inflation va se mettre vraiment à baisser que les taux réels, si vous voulez, sont encore négatifs en Europe, mais ils sont légèrement positifs aux États-Unis. Et donc en fait, plus l'inflation baisse et plus vous maintenez les taux au même niveau, et plus les taux deviennent de plus en plus, les taux réels deviennent de plus en plus positifs, et donc contraignants pour l'économie. Donc c'est là, tout le comble, si vous voulez, c'est finalement, si l'inflation se met à continuer de baisser, et surtout le fait plus fortement, et que les banques centrales font l'erreur à ce moment-là de se maintenir à un niveau de taux équivalent, c'est là en fait que vous créez la grosse contrainte, et c'est là que vous poussez l'accélération du ralentissement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde les statistiques du chômage, mais les statistiques du chômage sont des statistiques en retard, et je vous invite à regarder l'autre vidéo que j'ai publiée en milieu de semaine sur le sujet. Donc, au niveau de nos taux, pour moi, c'est ça que je vais regarder. Parce que si on casse par le bas, clairement, ça veut dire que le marché se dit que Powell ne bluffe pas, et Powell va continuer de monter les taux. Avec un risque potentiel de crédit, parce que si on monte les taux au-delà de 5,5-6%, il y aura certainement des acteurs qui n'arriveront pas à soutenir le refinancement. N'oublions pas que toutes les dettes qui ont été prises pendant le Covid à taux très bas, la majorité d'entre elles vont devoir être refinancées à partir de 2024-2025. Donc si les taux sont à 6% alors que vous aviez pris des crédits à 2%, forcément, à 6% c'est sans risque, hein, donc suivant le risque que votre société a, vous n'en prenez pas, hein, à 6%, ça va être du 8, 9, 10, potentiellement, voilà, vous ne pouvez pas emprunter autant, et ça, ça va pousser le ralentissement aussi. Donc à partir de ce niveau-là, voilà, si on casse par le bas, on se dit l'inflation rebondit et les banques centrales ne vont pas bluffer, c'est-à-dire qu'elles ne nous disent pas qu'elles vont monter les taux juste pour éviter, pour rester cohérents et éviter la pression et éviter la hausse des marchés, parce que ça aussi c'est inflationniste, donc on joue le double jeu. Ou au contraire, ce que je pense plutôt, c'est qu'on va recasser ici, donc les obligations vont monter, donc les taux vont baisser, parce qu'on va rejouer au-delà de peut-être sur les mois de transition de l'été à se dire que l'inflation ne baisse pas assez, on va se projeter et on va se dire que c'est qu'une question de temps, que l'inflation va continuer de baisser, certes à un rythme peu soutenu, mais du coup, on va se dire que les banques centrales ne vont peut-être pas continuer d'augmenter les taux, mais vont les maintenir à ce niveau élevé. Alors après, la Banque centrale américaine, il y aura 6 mois de décalage certainement avec la Banque centrale européenne. Mais là, l'idée, ça sera de se dire, tiens, les taux baissent, en règle générale, on se dira YOLO sur les valorisations des valeurs de croissance. Or, ce que ça voudra dire, c'est qu'on est en train d'anticiper de plus en plus le vrai ralentissement, celui qui va nous impacter, et là, ça sera où est-ce qu'on met le curseur sur la récession. Est-ce que c'est une petite récession? Est-ce que c'est une plus grosse récession? Et ça sera très dépendant de est-ce qu'on pense que les banques centrales vont baisser leurs taux assez rapidement et être réactives, ou au contraire faire les mêmes erreurs qu'elles ont pu faire les années précédentes, notamment avant les subprimes, même si je pense que la situation est totalement différente. Mais si vous voulez, pendant
pendant plus de 6 mois, 9 mois, on était resté sur des niveaux flat. Et c'est là où ça devient vraiment contraignant en fait. C'est quand vous avez votre activité qui commence vraiment à baisser, les banques centrales qui maintiennent les taux flat parce qu'elles restent ancrées dans leur idée qu'on n'est pas sûr, etc. Et en fait, toutes les hausses de taux qu'elles ont faites précédemment, elles continuent d'impacter. Donc quand elles se mettent finalement à baisser les taux, il faut encore des mois et des mois avant que ça commence à être impacté par l'économie. Donc vous avez ce système, c'est toujours quand vous êtes dans le bateau et que vous pagayez un petit peu trop d'un côté, pour vous remettre au centre, vous allez pagayer encore un peu plus fort de l'autre côté, mais malheureusement, c'est très difficile de pagayer juste ce qu'il faut pour revenir au milieu. En règle générale, vous faites un excès supplémentaire et vous bivouaquez de l'autre côté. Donc voilà, bon, bref, vous avez compris l'idée, et si vous me suivez, c'est des trucs que j'explique depuis très longtemps, mais je pense que voilà, il faut procéder par étapes, si vous voulez, et on avait dit, hein, la première partie de l'année, c'est la partie la plus intéressante, parce qu'on a joué déjà toute la récession, etc., et donc on revalorise, et on est passé d'un excès à un autre, et maintenant je pense qu'on va revenir dans le juste milieu, qui est de dire, en fait, on est dans une économie qui, que ce soit l'inflation, etc., où on rentre dans une espèce de ventre mou, où ça va zigzaguer et on n'a pas réellement encore de décision. Il va falloir attendre certainement plusieurs semaines, plusieurs mois avant de commencer à voir réellement, ok, le paquebot est en train de tourner, mais pouvoir essayer de se projeter sur est-ce qu'il tourne vraiment fort ou pas assez fort. Donc en attendant, voilà, ça peut laisser transparaître un petit peu de stagflation, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est ce que je regarderai. Et surtout, ne pas croire que parce que les taux baissent, si vous voulez, que tout va bien dans le meilleur des mondes possible, ça voudrait dire que le marché anticipe de plus en plus la récession. Et ça dépendra avec quelle force les obligations remontent, mais si les obligations remontent... Allez, on va regarder ce qui va nous intéresser. Donc, le pétrole également, mais pour la dimension inflation, ça sera important pour la suite. On est toujours dans le biseau, tant qu'on n'a pas de sortie, il n'y a pas grand-chose. Il faudrait un minima... revenir au-dessus des 77-78 pour commencer à jouer le côté rebond et donc frayeur un petit peu sur l'inflation. Pour l'instant, on n'y est pas, ça reste une structure assez baissière, même si à très long terme, on reste au-dessus des niveaux de soutien et qui font plaisir un petit peu à tout le monde à ce stade. L'euro-dollar, toujours une congestion, ça aussi, ça va être très intéressant pour cet été. Donc là, on a un reflux qui est en train de se mettre en place, mais qui devrait valider les supports. Donc tant qu'on va être au-dessus des 1,07, on reste plutôt positif sur la capacité de l'euro de continuer de grimper, et notamment en breakant les 1,11, 1,12, de libérer son potentiel éventuellement. Et là, ça sera très intéressant, parce que ça permettra de jouer une surperformance Europe, marché émergent, avec cette baisse du dollar. Donc pour l'instant, on n'y est pas, c'est quelque chose de très neutre, mais là aussi, on voit que ça se décide, globalement ça se décide cet été. L'or, ça dépendra du dollar également, mais pour l'instant, pour moi, on est toujours en train de construire la phase, il n'y a rien, tant qu'on ne redépasse pas au-dessus des 2000 $ pour valider quelque chose, on continue de congestionner. Le silver aussi, toujours plus puissant que l'or, et même chose, cette zone des 24 $ à redépasser avant d'avoir quoi que ce soit. Évidemment, le gaz naturel, ça va intéresser parce que l'hiver va approcher, donc la problématique de renflouer à nouveau les stocks va se refaire. Donc on va tendre, je veux dire, le déficit d'offres sur les hydrocarbures ne s'arrange pas, donc on va tendre aussi de cette manière-là. On sent peut-être un petit peu l'Occident mettre la pression pour qu'on se dépêche peut-être sur le conflit ukrainien, j'en sais pas, on verra, mais ça peut aussi faire bouger les lignes peut-être. Pour l'hiver. En tout cas, ce que l'on voit sur le gaz naturel US, c'est qu'on a dorénavant cette fin d'hémorragie qui est en train d'être construite, et sur débordement des 2,70, vous pouvez avoir une dynamique sans pour autant changer la dynamique baissière de fond, vous pouvez revenir chercher les 3,30, 3,50, c'est pas rien, hein, ça fait des 20-30% de hausse qui peuvent en effet refaire peur un petit peu sur l'inflation. Mais il faut bien prendre en compte, si vous voulez, que voilà, vous pouvez avoir, ça c'est des peurs qui peuvent être court terme, dans une tendance de fond à la désinflation qui reste aujourd'hui ce qu'on va privilégier. Donc c'est pour ça, si vous voulez, le marché peut très bien se faire peur et casser un petit peu les pattes arrière aux valeurs technologiques, peut-être en usant de ce prétexte pour les faire consolider sur cette base-là.
et revenir plus sur des valeurs défensives, des valeurs value, donc qui codent soit les fonds propres ou en dessous des fonds propres, des valeurs de santé, des valeurs qu'on dit défensives, de consommation et globalement télécom et compagnie. Voilà, donc on peut avoir ce type de rotation-là qui se met parce qu'on va plutôt vouloir prendre une partie des profits sur les valeurs techno, parce que ça fait faire 30% sur 6 mois, c'est toujours bon à prendre. Alors pas pleinement évidemment, mais l'idée c'est qu'on va jouer des arbitrages et des protections de portefeuille, et rotationner sur des valeurs qu'on va considérer un peu plus défensives, qui peut-être rapporteront pas des 100 et des 1000, mais ont un profil qui peut au minimum être un peu plus résilient, surtout dans cet aspect où on va se chercher un petit peu entre l'inflation et les taux, encore pendant quelques semaines, quelques mois, avant de savoir un petit peu comment on va anticiper le ralentissement éco. Parce que le truc, hein, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire le marché, lui, il a anticipé 4 fois la récession, qui n'interviendra potentiellement qu'en 2024. Hein. Donc le marché, il anticipe, ah c'est pas maintenant, je revalorise, puis ah ok, là peut-être j'ai un risque, ah c'est pas maintenant, je revalorise, et ainsi de suite. Donc c'est toujours la même chose, si vous voulez, le marché boursier, lui, il anticipe des fois 2, 3, 4 fois l'événement macro qui finalement finit par arriver. Donc les gens avaient raison, mais avec un timing qui est plus ou moins lointain et une force plus ou moins forte. Donc c'est ça. Et donc on est complètement tout le temps en train de gesticuler entre les deux. On va regarder ce qui se passe sur le CAC 40. Donc on a le CAC 40 du coup qui logiquement devrait être un peu plus réactif. Alors la problématique du CAC 40 finalement, c'est que ce qui l'aidait énormément, c'était sa surpondération du luxe, et là, ça risque un petit peu de le bloquer. Mais pour autant, quand on regarde au-delà du luxe, on a énormément de valeurs qui ont un profil plus de résilience. Néanmoins, bon, on tente un petit peu de rebondir sur le CAC 40, on est en train de tenter de tenir cette zone des 7100, mais on a construit, ça nous a permis de construire la figure, tout ce yo-yo depuis 2 mois. Ça nous permet de construire la résistance sur les 7004, ça nous permet de construire la médiane sur les 7250, et ça nous permet de construire le support sur la zone des 7100. Donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 7250, on ne retrouve pas un petit peu de positive attitude, comme disait Raffarin qu'il avait emprunté, je ne sais plus quelle chanteuse. Toujours est-il que casser les 7400 points, c'est ça le véritable signal. Tant que c'est pas le cas et qu'en minima on n'est pas passé au-dessus des 7250, on va garder une casquette plutôt prudente dans la continuation éventuelle de cette correction qui se validerait sous les 7100, et à ce moment-là on réouvrirait, je dirais, la zone des 6900 en guise de support. Mais bon, voilà, c'est plutôt neutre, hein. Sur le CAC 40, on va plutôt voir une certaine neutralité, et là ce qui va nous intéresser surtout, donc, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq qui, lui, est en hausse exponentielle. Il ne faut pas penser qu'on va retourner le marché comme une crêpe. Vous pouvez consolider au prorata, c'est ce que l'on voit là, hein, à peu près 3% de baisse en quelques séances. Mais voilà, il ne faut pas tuer les acheteurs trop rapidement. Je veux dire, vous pouvez même descendre jusqu'à 14 006, 14 005, même jusqu'à 14 003, vous voyez. Ça peut être une correction qui peut paraître importante, mais en soi, qui ne remet absolument rien en cause. Donc d'un point de vue, tout est une question actuellement de savoir quel est votre horizon de temps. D'un point de vue, est-ce que vous avez une perspective court terme, moyen terme, long terme? Parce qu'à moyen long terme, c'est toujours aussi point barre. Je veux dire, tant qu'on ne va pas casser des supports très importants. À court terme, on est en mode conso, mais les acheteurs ont encore la main jusqu'à preuve du contraire. Donc là, ce qui va être très intéressant la semaine prochaine, c'est qu'on a énormément de grosses valeurs, donc, puisque le Nasdaq est surpondéré sur cette valeur, globalement. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va commencer à arriver à consolider sur les premiers supports. Et donc ça va être intéressant de voir les réactions. Réaction, il y aura, mais ce qui sera important, c'est de voir la force de la réaction. Parce qu'en fonction de ça, on va commencer soit à relancer la hausse, auquel cas on est reparti pour un tour, soit à bloquer cette hausse-là assez rapidement, et donc à démontrer qu'il y a des vendeurs. Et en démontrant qu'il y a des vendeurs, en fait, passer en mode construction de figure, de la même manière que on a une figure construite sur le CAC 40. Donc là, c'est éventuellement ça aussi, pendant cette phase d'été, où on a un zigzag qui peut se mettre en place et qui peut permettre de construire la figure. Donc, ça, c'est ce qu'il faut attendre d'avoir potentiellement avant de juger hâtivement. Sinon, pour l'instant, on a juste une petite conso, jusqu'à la zone des 14 005, 14 006. À court terme, je vois pas de dommage qui est fait à la tendance. C'est des prises de profit.
Euh, si on regarde le S&P 500, on va retrouver la même idée. On est dans une perspective de prise des profits et de pullback en fait qui est en train de revenir sur l'ancien sommet qu'on a cassé aux alentours des 4300. Donc je veux dire, on peut éventuellement y revenir, etc. Mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des acheteurs sur ces niveaux-là. Alors après, si ça casse par le bas, comme dans du beurre, etc., on parlera de faiblesse à ce moment-là. Mais à ce stade-là, sans anticiper, le courant acheteur a été très fort, il y a de fortes probabilités qu'on défende les anciennes résistances qui deviennent support, et qu'on relance les acheteurs à ce moment-là, et que ça permette de construire la figure. Donc à ce stade-là, c'est comme ça que je le jouerai, c'est-à-dire que je m'attendrai plutôt à une réaction sur la zone des 4300, avant de commencer la construction, et éventuellement, si on voit que les acheteurs bloquent, et ils sont bloqués de plus en plus facilement, là de commencer à se dire, ok, sur le break des 4300, éventuellement on peut commencer à parler d'une mise en place de correction. Mais voilà, moi je ne jouerai pas, si vous voulez, le marché qui monte et puis qui tombe comme une crêpe. Il faut procéder par étapes. Et une des premières étapes pour moi, c'est cette zone des 4300, 4310 en gros. C'est une première zone qui sera importante pour moi. On peut regarder également l'indice des semi-conducteurs. Alors là, c'est un tracker en l'occurrence, mais même chose si vous voyez. Donc les semi-conducteurs, c'est ce qui a le plus monté globalement et le plus participé à la hausse des valeurs technologiques. Et donc là aussi, c'est une hausse exponentielle. Donc là aussi, on voit qu'on fait de la correction au prorata. Mais même chose, je veux dire, même si on passe la moyenne mobile 20, etc., ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'on attend, c'est de voir où réagissent les acheteurs pour commencer un petit peu à décortiquer et à dégrossir nos figures. Et ce n'est que quand on cassera ces figures-là par le bas que là, on pourra commencer à valider, oui, mise en place de correction. Mais de la même manière, si vous voulez, les semi-conducteurs peuvent bien revenir sur la zone des 450, donc ça fait quand même, vous voyez, des consos de 7 ou 8% encore. Tant que, vous voyez, cette zone-là, qui avait servi de zone de résistance pendant plus d'une année, servira de support, il est hors de question de parler de retournement baissier de la tendance. On reste dans des tendances haussières, c'est juste que, comme on est en hausse exponentielle, il faut s'attendre à un retour de volatilité et des consolidations qui peuvent se faire avec volatilité. Donc, c'est tout. Et cette volatilité, si vous voulez, ces écarts auxquels il faut s'habituer, nous permettent de construire la figure. Et cette figure-là, c'est sa sortie qui nous donnera le là. Donc en gros, voilà, c'est peut-être pas encore pour tout de suite, il faut encore patienter pour pouvoir dégrossir un petit peu plus largement les choses. Si on regarde le DAX, qui est un indice un peu plus diversifié, bon, là on va retrouver également l'hésitation que l'on a actuellement, c'est-à-dire dans la phase de construction. On est en train, voilà, de construire. Donc pour l'instant, on fait la mèche basse pile poil sur l'oblique, donc on tient, mais voilà, on a décortiqué un petit peu les figures. Si on lâche ici, ben on jouera éventuellement une correction un petit peu plus puissante vers la zone des 15004, pourquoi pas. Mais on est en train de délimiter le terrain de jeu pour les prochaines, pour l'été, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'été ça va être très intéressant parce qu'on rentre vraiment dans cette phase de transition et c'est ça qui va nous permettre donc de zigzag et c'est ça qui va nous permettre de juger la suite. Mais je pense pas que on va valider les éléments tout de suite. Le cuivre également, on peut terminer peut-être avec le cuivre, mais on se retrouve dans le même truc, c'est on est au milieu du gué. Donc c'est-à-dire si vous cassez par le haut, on rejoue en effet le soutien des banques centrales, la banque centrale chinoise, et donc le renouveau, on anticipera le renouveau de la croissance chinoise, et donc son impact positif sur le PIB mondial, mais potentiellement ça fera peur sur le retour de l'inflation. A contrario, ce que l'on voit plutôt, c'est que la Banque centrale chinoise aide, mais pas trop. Elle veut éviter de se retrouver dans les mêmes problématiques de gestion d'inflation. Donc voilà, on reste un petit peu au milieu du gué, si vous voulez. Donc voilà un petit peu pour ces éléments-là. J'ai la gorge qui commence vraiment à me faire mal, donc je ne vais pas pousser plus pour m'éviter peut-être la semaine prochaine de ne pas pouvoir faire d'autres vidéos ou des choses peut-être un peu plus intéressantes. Donc voilà, un petit peu, vous avez bien compris, on rentre maintenant dans vraiment ce qui est vraiment important pour la suite, dans cette phase de transition. Et je vous ai expliqué donc les différents éléments, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir raison. La personne qui pense que l'inflation va remonter, la personne qui pense que l'inflation va continuer de désinflater, la personne qui croit que
la récession n'arrivera pas, la personne qui croit que la récession arrivera. En fait, si vous voulez, tout le monde a raison. Mais c'est quand? La vraie question, c'est quand? Vous pouvez très bien... Les deux, et les deux personnes peuvent avoir raison. Celui qui croit que l'inflation va remonter, il peut avoir raison. Potentiellement, l'inflation va remonter si les prix des matières premières remontent, etc., ces prochains mois, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Mais il aura tort, et la seconde personne aura raison, sur la désinflation chronique et du système globalement, qui reprendra ses droits peut-être plus tard, vers la fin de l'année ou début 2024, et ça ne fera plus aucune question pour tout le monde. Même chose pour la récession, vous avez vu, tout le monde croyait à la récession n'arrive pas, maintenant on croit qu'il y a encore de la croissance, ça ne veut pas dire que la récession n'arrivera pas en 2024. C'est qu'une question, si vous voulez, à chaque fois, on est en train d'anticiper, et on est en train d'anticiper, si vous voulez, beaucoup plus rapidement sur les marchés boursiers, comme d'habitude, ce qui se passe sur l'économie, et qui est un paquebot, et qui met beaucoup de temps, et qui est beaucoup plus complexe que ce que l'on croit, hein. Il y a tout un tas, évidemment, de variables qui sont en jeu. Donc voilà pour mes 10 cents globalement sur la situation actuelle. Je serais plus partisan, voilà, de faire attention un petit peu plus sur les valeurs technologiques, de les voir consolider. C'est plus un marché de traders peut-être qui va se mettre en place sur ces valeurs-là. Et on voit peut-être le marché qui va revenir un petit peu plus sur des valeurs dites défensives pour jouer un petit peu la défense, la protection des gains qui ont été faits depuis le début de l'année, parce que c'est ça aussi qui est le plus important, n'oubliez jamais, hein, quand beaucoup de gérants ont fait des gros gains, ce qui va leur importer peut-être, c'est pas de prendre plus de risques maintenant pour rattraper, comme ça avait été le cas en fin d'année dernière, pour essayer de rattraper un petit peu les sous-perfs de l'année. Mais là, voilà, la plupart des gérants ont fait une très bonne année, et le but, ça va être surtout de sauvegarder ces gains-là. Comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé la vidéo, même si j'ai pas pu parler très fort. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et peut-être parler, parce que là j'ai pas pu le faire, mais parler des valeurs que vous regardez peut-être pour cet été, qui seront peut-être importantes pour vous de les voir construire. Et je pense que c'est ça aussi qui va être très intéressant, c'est de voir un petit peu comment, entre les valeurs de croissance et les valeurs value, c'est de voir un petit peu cet été comment tout cela va construire, parce que ça nous donnera des indications sur qu'est-ce qu'on joue peut-être à la rentrée en septembre. Excellent week-end à vous les graphes. Sortez couverts, et à lundi sur graphcobourse.fr pour de nouvelles chroniques. Salut!